Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui avec vous, nous verrons le thème de l'escroquerie. Mais tout de suite, monsieur le procureur, que doit-on comprendre par ce terme de l'escroquerie? L'escroquerie, c'est le fait pour l'escroc d'obtenir de quelqu'un un bien, des valeurs, des fonds, des engagements, des documents, en lui jouant la comédie, en le trompant par une comédie, par une mise en scène, par ce qu'on appelle des manœuvres frauduleuses. Mais ça peut être aussi en utilisant un faux nom, ou en utilisant une fausse qualité, ou voire en abusant de la qualité vraie que l'on a déjà. Alors, nous allons essayer avec vous, surtout en termes de définition, je pense aujourd'hui, essayer d'asseoir la compréhension de ce mot. Parce que si je n'avais entendu les deux dernières fois ce que vous avez dit, j'aurais pu dire, oui, mais le rôle de bon commercial est justement est de jouer dans la séduction, il y a presque un jeu de rôle, et de déborder au niveau de la limite. Alors, qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui vous séduit outre mesure et celui qui est un escroc? Oui, un escroc, c'est pas simplement un menteur. Mentir, j'allais dire, c'est pas interdit par la loi. Pas tout à fait vrai quand même, mais c'est vrai que ce n'est pas un délit pénal, ce n'est pas sanctionné par la loi pénale. Ce n'est pas une infraction qui peut vous emmener jusque devant le tribunal correctionnel. Voilà. Par contre, quand ce mensonge est organisé, qu'il crée vraiment des conditions qui sont de nature à profondément tromper la pensée et le consentement éclairé d'une personne, à ce moment-là, ça peut devenir une escroquerie quand il s'agit d'aller rechercher à capter ses biens ou obtenir de lui un service qu'il n'aurait jamais rendu sans cette mise en scène. D'accord. Régulièrement, vous nous dites effectivement que ce qui est condamné, ce n'est pas simplement l'individu, l'acte, mais aussi le contexte dans lequel l'acte a été fait. Est-ce que dans cette notion de escroquerie, on doit prendre la pleine mesure de cette intention de tromper? Oui, c'est vraiment tout à fait ça, mais l'intention de tromper, c'est presque le moyen pour obtenir la richesse de quelqu'un de manière indue. C'est pas simplement le plaisir de tromper pour tromper, le plaisir de mentir pour mentir, le plaisir d'essayer de fourvoyer quelqu'un dans l'erreur, c'est pour capter ses biens, pour capter sa richesse, pour capter un engagement de sa part ou un service. Alors, encore, j'avais essayé de jouer sur les mots et me faire le mauvais défenseur, mais à ce niveau, capter des biens, capter des services, capter des faveurs, on peut aussi dire une séduction associée à un don. Oui, bien sûr, un très grand escroc, on a des exemples historiques qui sont fameux, ce sont des gens qui souvent présentent très bien, qui souvent ont une certaine facilité pour exposer leur situation, peut-être même leur propre malheur parfois, pour faire pleurer les chaumières ou pour séduire les personnes. Effectivement, il y a plusieurs manières d'escroquer les gens, il y a plusieurs manières de les tromper pour obtenir d'eux ce qu'on ne pouvait pas obtenir. Encore une fois, quelle différence entre un séducteur qui fait appel aux dons et qui les obtient et celui qui est un escroc, reconnu par la loi comme un escroc? Mais la différence, elle est finalement très simple. C'est d'une part quelqu'un qui veut voler, parce qu'en fait c'est un vol, par la ruse, quelque chose à quelqu'un d'autre, alors que celui qui séduit pour obtenir quelque chose, il ne le veut pas dans l'intention de nuire, dans l'intention forcément de capter quelque chose à des fins crapuleuses. Ça peut être aussi dans un objectif qui est différent, qui est d'une autre nature, qui peut être d'ailleurs plus noble. Je ne pense pas qu'on puisse vendre correctement, même dans le commerce habituel, le commerce normal, sans présenter bien les choses, sans les mettre en valeur, sans les mettre d'une certaine manière en scène, elles aussi, de manière à les valoriser, de manière à ce qu'elles puissent faire envie. Eh bien, faire envie à un consommateur d'acheter quelque chose, pour parler court, c'est pas être un escroc, c'est simplement être un bon commerçant. Donc vous voyez bien qu'il y a une très grande différence entre un escroc et quelqu'un qui essaye de faire valoir une cause ou de faire valoir quelque chose qu'il veut offrir ou qu'il veut vendre à quelqu'un. D'accord. Alors, vous avez aussi employé le mot de faux. Quand vous dites sous un faux nom, sous une fausse qualité ou éventuellement une qualité mais de manière abusive, revenons là-dessus. Ça veut dire si je vous vends, je ne sais, du lait ou un yaourt en vous faisant croire que c'est du fromage, c'est de l'escroquerie.
par exemple? Ça dépend, parce que moi j'arrive, pourtant je ne suis pas, je dirais, un grand cuisinier, mais j'arrive à faire la différence entre le lait et le fromage. Donc celui qui achète du lait pour du fromage, peut-être qu'il n'est pas tout à fait suffisamment raisonnable pour justifier qu'on le protège. Parce que vous savez bien, la loi, elle est pas là non plus pour empêcher les gens de profiter d'opportunités, d'affaires, ou pour empêcher ceux qui acceptent finalement presque consciemment de se faire escroquer, de se faire escroquer. Voilà, donc nous venons effectivement sur des exemples concrets. Alors, dans l'escroquerie, qui est appelé escroc, c'est-à-dire que vous qui êtes naïf, ne pouvez pas légitimer à tout pour appeler à l'escroquerie. Il y a des choses de l'évidence qui doivent venir de votre part. Justement, revenons sur cet aspect-là. Oui, parce que l'escroquerie, pour revenir vraiment à la loi, nécessite quand même qu'il y ait une mise en scène élaborée. Avec le mot suffisamment élaborée pour tromper celui qu'on appelle le bon père de famille. Finalement, le citoyen normal, qui est raisonnablement intelligent, qui est raisonnablement sage, qui ne se laisse pas entraîner dans je ne sais quelle aventure improbable. Évidemment, celui ou celle qui prend des risques, qui part dans quelque chose qui est complètement farfelu, n'aura pas droit à la protection de la loi. Et si dans ce cadre-là, il a été amené à donner de l'argent, à remettre ses biens, eh bien, on va considérer qu'il a pris le risque pour lui, qu'il l'a bien voulu, et que d'aucune manière, sa conscience, sa volonté n'a été trompée. Il est simplement crédule, il est simplement parti dans quelque chose qui sans doute n'était pas tout à fait raisonnable, mais il l'a fait de manière totalement consciente, totalement volontaire. Voilà. Alors, effectivement, dans le mot escroquerie, je m'excuse si on tarde sur cette notion de définition. Escroquerie veut dire une personne lambda qui, pensant avoir face à quelqu'un d'honnête, tandis que si vous-même, vous voyez qu'il y a l'anguille sous roche et que d'une certaine manière, vous êtes complice à ce l'anguille sous roche, donnons peut-être un exemple. Quelqu'un qui vous fait dire qu'il a une méthode pour transformer les billets de 100 € en 200 € et que vous savez que techniquement c'est impossible, ou quelqu'un qui vous fait croire ou comprendre que n'importe quel caillou ou roche calcaire que vous ramassez, qu'il existe un produit pour le transformer en 2 secondes en or, ça c'est même plus de l'escroquerie. C'est vous-même en tant que future victime, c'est de la bêtise à votre propre niveau. Que de quoi au XXIe siècle, qu'une roche en 2 secondes, on la transforme en or. Je n'aurais pas ce jugement de valeur. Là, je dirais pas que c'est de la bêtise. Puisqu'il y a quand même, pendant des siècles en tout cas, et encore aujourd'hui, on le sait, des gens qui pensent que la transmutation de la matière, c'est quelque chose qui est possible. Bon, je dis simplement que la personne qui se lance dans une aventure personnelle de cette nature-là, elle ne le fait pas parce qu'elle a été trompée par quelqu'un d'autre, elle le fait parce qu'elle le veut bien et qu'elle prend ce risque-là. Et elle ne peut pas ensuite reprocher à d'autres de l'avoir entraînée là-dedans. Par contre, celui ou celle à qui on a construit une scène de théâtre, qui crée une situation totalement fictive, une situation totalement fabriquée, et qui, d'une manière ou d'une autre, est aspirée dans cette fiction-là, dans ce mensonge énorme-là, ce mensonge construit-là, elle est vraiment victime de cette mise en scène, est vraiment victime, cette fois-là, d'une escroquerie. Donc vous voyez, entre la personne qui, de manière, disons, c'est son choix, c'est sa croyance, on est encore libre de croire ce que l'on veut, y compris à la transmutation du plomb en or. Bien, c'est la personne qui croit à ça, qui veut le faire, qui investit là-dedans et qui va, je dirais, à fond, c'est son droit, mais elle ne pourra pas dire que son voisin avec qui elle a essayé de transformer le plomb en or l'a escroqué parce qu'elle a dû donner un petit peu d'argent pour cette tentative. Voilà. Merci. Alors, dans l'hypothèse maintenant que vous, on a compris qu'il y a un accompagnement, une démarche, même si elle est naïve, de vous avec une autre personne dans une entreprise qui ne tenait pas la route, ça on pourrait dire entre guillemets, ce ne serait pas de l'escroquerie, mais si on vous endormit sous tout un scénario invraisemblable, en vous faisant croire quelque chose qui n'existe pas, donc on vous trompe depuis le début par des formules, etc., qu'en court quelqu'un qui aujourd'hui se permet de faire ça en France?
il encourt au moins 5 ans d'emprisonnement. Voilà, l'escroquerie, c'est l'escroquerie la plus simple, c'est 5 ans d'emprisonnement. Elle peut être aggravée par certaines circonstances. Par exemple, quand l'escroc a une certaine autorité dans la société, que c'est par exemple quelqu'un qui est chargé d'une mission de service public, ou quelqu'un qui a un rôle professionnel particulier. Je pense par exemple à des gens qui donnent des conseils, des médecins, des notaires, des avocats, des fonctionnaires de police qui feraient des enquêtes, des magistrats qui viendraient apporter je ne sais quelle expertise. Vous voyez, donc la qualité de l'escroc et notamment la notoriété sociale, le poste qu'il peut avoir dans la société, les responsabilités qui sont les siennes, peuvent être des circonstances très aggravantes du délit qui a été commis. Et ça peut monter à ce moment-là jusqu'à 7 ans, voire 10 ans d'emprisonnement selon les conséquences et selon les modalités de cette escroquerie. Donc plus cette personne aurait, au vu de la société, sa notoriété, son titre, donc des facilités à faire les gens croire en lui, c'est-à-dire parce qu'il est célèbre. Voilà, donc les gens ne verraient pas, par exemple, qu'une personne aussi célèbre... Ou aurait leur méfiance naturelle un petit peu atténuée du fait de la notoriété positive, de la réputation d'honnêteté, par exemple, a priori, de telle ou telle personne, du fait de ses responsabilités publiques, par exemple. Voilà. Donc la loi s'oblige à la sanctionner davantage. Encore plus, tout à fait. Merci. Alors, nous avons donné quelques exemples. Enfin, non, surtout revenons sur ces 15 exemples. Ces phénomènes pyramidaux, on vous dit donner 100 euros, d'ici 6 mois, 1 an, ça vous apportera 10 000 euros. Ça, c'est de l'escroquerie ou pas? Oui, c'est de l'escroquerie. Et c'est une escroquerie un peu particulière, l'escroquerie pyramidale. Donc effectivement, vous savez, c'est le système des chaînes où on reçoit une certaine chose, on doit ensuite soi-même démarcher un grand nombre de personnes qui elles-mêmes doivent démarcher un grand nombre de personnes et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la pyramide. Il y a quelqu'un qui a commencé, puis évidemment, ça va de plus en plus concerner un grand nombre de personnes. Globalement, c'est une escroquerie puisqu'on sait très bien que la pyramide, à un moment donné, va s'arrêter et que les promesses de retour d'argent ne pourront que s'arrêter puisqu'il y a un nombre qui n'est pas infini quand même d'hommes sur la planète. C'est pas compliqué. Mais la particularité de cette escroquerie-là, c'est que tous ceux qui sont dans la pyramide sont eux-mêmes des acteurs et des auteurs de cette escroquerie. Et donc, il faut bien reconnaître qu'il est bien difficile d'admettre que quelqu'un puisse être à la fois victime de celui qui lui a proposé quelque chose et auteur de l'escroquerie qu'il a lui-même commis sur des gens qu'il aurait ensuite démarché dans le cadre de cette chaîne-là. Voilà. Alors revenons à une forme d'intimité. L'un de vos proches, époux, peu importe, est auteur d'escroquerie. Vous en avez assez de voir qu'autour de vous, il y a des victimes, que ce soit votre voisinage, d'autres membres de la famille ou des personnes tout simplement qui sont victimes. Voudrait effectivement cesser ça. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui de pouvoir dénoncer tout en préservant une forme soit d'anonymat ou alors que ce soit traité sous forme d'anonymat quand cette personne vous dit « je vous donnerai tous les éléments », mais en même temps que ça ne détruise pas « je porte le même nom que mon mari », voyez, ou je porte le même nom que cette personne, que mon nom ne soit pas taché par les médias. Si cette personne vous dit « vous donnez tous les éléments », est-ce que c'est négociable ça? Il y a deux choses, me semble-t-il, différentes dans ce que vous dites. Il y a d'une part, est-ce que je peux faire un témoignage, une dénonciation sous l'anonymat, c'est-à-dire de manière totalement anonyme sans que mon nom apparaisse. Deuxième chose, est-ce que je peux désigner quelqu'un de ma famille, de mes proches, qui a mon propre nom, sans pour autant que ce nom soit porté à l'étalage, au pilori sur la place publique. Voilà. Donc, sur la première chose, est-ce qu'on peut, de manière anonyme, révéler des choses aux autorités? La réponse, c'est oui. En tout cas, jusqu'à présent. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin, vous le savez, pour un procureur ou pour un enquêteur de police judiciaire, d'avoir une plainte pour commencer à enquêter sur quelque chose qui s'est passé, qui constitue un délit, sauf dans certains délits particuliers. On les avait évoqués, je pense aux délits d'injure, de diffamation, enfin il y a comme ça quelques délits qui nécessitent une plainte préalable. Mais la plupart du temps, il n'y a pas besoin. Donc, dénonciation anonyme, possible. Enquête sans qu'il y ait de plainte au départ, possible. Donc là, de ce côté-là, toute faculté. Bien.
audition de la personne sous la protection de l'anonymat organisé par la justice. Possible aussi. Voilà. Sur l'autre aspect, une fois que l'enquête a démarré, elle ne peut plus s'arrêter. Jusqu'à ce que toute la vérité soit manifestée. Dans la mesure des possibilités de l'enquête, bien sûr. Et vous savez, là, il faut être modeste, puisque on le sait bien, réunir des preuves qui soient suffisamment solides, tout ça, c'est quand même souvent très difficile. Mais il n'est absolument pas question, je crois qu'il ne faut pas tromper les personnes, absolument pas question de dire à quelqu'un, si vous dénoncez quelque chose qui met en cause un de vos proches, eh bien, ce proche-là, son nom, son entourage ne seront jamais touchés. C'est pas vrai. Parce que la justice, son devoir, c'est pas simplement de dire le droit de manière technique, c'est que la vérité et toute la vérité se manifestent. Et c'est forcément quelque chose qui peut aller très loin dans l'investigation et donc, d'une certaine mesure, dans la révélation de choses qui, parfois, peuvent être de l'ordre de l'intimité. Alors justement, parlons de communication tout public. Quand des escrocs exploitent des médias, qu'ils soient des tracts, qu'ils soient des presses écrites, qu'ils soient des télévisions, pour leur propagande, et que l'on s'aperçoit, parce que si vous voulez, c'est que quand un média communique quelque chose, vous avez tendance à croire que c'est de l'information. Pour dire que si ça passe à la télé, c'est que c'est vrai. Oui. Quelle est la responsabilité d'un média? Qu'est-ce qu'il encourt? Le média encourt quelque chose, d'abord, si il est censé s'être rendu compte que ce qui est diffusé sur ses ondes ou dans ses colonnes pour un journal procède d'une escroquerie ou d'un mensonge grossier ou de quelque chose qui cherche à tromper le consommateur, par exemple. C'est la publicité mensongère, qui est un délit particulier qui ressemble un petit peu à l'escroquerie par certains côtés. Il faut déjà que le média, donc, de manière indubitable, sache ce qu'il est en train de faire. Si c'est le cas et qu'il le fait quand même, il est simplement co-auteur ou en tout cas complice des faits d'escroquerie. Et je vous rappelle qu'être complice de quelque chose, c'est encourir exactement les mêmes peines que si on en est l'auteur principal, l'auteur direct. Ou alors je tourne la question autrement. Quel est le recours des victimes qui vous disent que moi ce serait jamais passé dans la presse, que moi je serais jamais tombé dans le panneau et que cette personne justement peut-être entre-temps a disparu? Oui, ça c'est... quelle personne? La personne qui a diffusé? Celle qui a bénéficié de l'escroquerie. Ah oui, c'est ça. Donc c'est vraiment une escroquerie avec quelqu'un qui est parti, comme on dit... un recours face à celle qui a la communiqué. cloche de bois, s'il ressort donner une nouvelle à la personne. Oui. Il peut y avoir peut-être... je dis peut-être parce que vous voyez, chaque cas est particulier. Il peut y avoir peut-être la possibilité d'obtenir une indemnisation de la part de ceux qui ont eu une imprudence coupable. Mais c'est de l'ordre de l'imprudence coupable. Si le média, si le journal ne s'est pas rendu compte qu'il s'agissait d'une escroquerie, a mis ça dans les colonnes, il est responsable quand même de ce qui est dans les colonnes. Mais il sera responsable pénalement si tout ça est volontaire et qu'il ait été notoirement négligent au minimum, voire totalement conscient. Donc la négligence est condamnable. Là on est au pénal. Mais si ce n'est pas le cas, on est dans le cadre d'une faute civile, d'une responsabilité civile, qui ne génère pas de poursuite devant un tribunal correctionnel, mais qui est susceptible, devant la justice civile cette fois-ci, de permettre à la personne qui en a été victime de tenir de sa part des dommages et intérêts, c'est-à-dire de l'argent pour indemniser le préjudice qui a été causé de cette manière-là. Alors justement, vous le disiez, peut-être que vous y répondiez déjà en introduction de cette émission. Personne lambda, victime, mais j'ai presque envie de dire le vrai escroc va essayer de cibler une catégorie humaine. Des personnes handicapées, des personnes âgées, des mineurs. Est-ce qu'aujourd'hui il existe en France une structure, ou alors peu importe les départements, est-ce que c'est dans les commissariats, les gendarmeries, l'on vient se plaindre? Comment ça se passe pour cette catégorie-là? Bien, on évoquait tout à l'heure les circonstances aggravantes de certains délits, l'escroquerie en fait partie. Lorsque la victime se trouve dans une situation de faiblesse particulière, c'est une des circonstances aggravantes. C'est-à-dire qu'on encourt une peine plus importante. La loi est plus sévère avec ceux qui exploitent la faiblesse ou la misère de quelqu'un lorsque cette faiblesse, bien sûr, ou cette misère est avérée. Alors c'est pas simplement l'âge d'une personne, mais c'est sa difficulté à comprendre vraiment ce qui se passe et ce qu'on lui demande. C'est pas simplement le handicap d'une personne, mais c'est le fait que ce handicap va amoindrir sa capacité à réellement donner un consentement éclairé sur ce qu'on lui fait faire ou ce qu'on lui demande. Vous voyez? Bon, voilà. Et bien dans ces circonstances-là,
la loi est plus sévère, les enquêtes sont faites dans cet esprit-là, et l'enquête d'ailleurs consistera à rechercher quelle était la capacité de la personne à pouvoir dire oui ou non aux sollicitations dont elle a été l'objet, et va rechercher à savoir si celui qui a exploité cette faiblesse-là avait bien vu que c'était quelqu'un qui était particulièrement faible, exploiter cette faiblesse, que ce soit une faiblesse vraiment physique, ou même, pourquoi pas, une faiblesse vraiment sentimentale, une détresse sentimentale. Il y a des gens qui sont dans des périodes de faiblesse dans leur vie qui sont tout à fait particulières, des périodes de dépression en particulier. Alors, un mineur qui vivrait des formes d'escroquerie, est-ce que vous avez un exemple comme ça à nous citer? Non, comme ça, pas vraiment, mais je veux dire, les mineurs, ils sont par nature moins capables de comprendre vraiment ce qui leur arrive. Donc on est dans le cadre, la plupart du temps, de l'exploitation de cette faiblesse particulière que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'un mineur à qui on va faire croire ou donner des perspectives de réussite ou d'amour qu'il n'a pas, ou de pouvoir obtenir tel ou tel objet qu'il convoite, il va être certainement plus facilement influençable que quelqu'un qui aura plus de raison, plus d'âge. Nous allons revenir sur les intermédiaires pour pouvoir se plaindre de la prise en compte. Mais justement, vous avez laissé, vous m'avez ouvert une porte, un marabout qui vous dirait, si vous me payez 1 000 €, je fais revenir votre amant, il va retomber amoureux de vous. Une force psychique ne peut pas faire tomber, vous voyez, par un intermédiaire, amoureux de quelqu'un, revenir quelque chose, etc. C'est de l'escroquerie ou pas? Eh bien, c'est très délicat. Si vous dites dans le mois, votre amoureux revient et revient pas, c'est de l'escroquerie. Ah non, si je vous prends en mot. Non, je pense pas qu'on puisse dire que c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie, je vais vous dire. Mais c'est évidemment assez difficile à démontrer dans le cadre de ce type de prestation. C'est l'escroquerie si celui qui est en train de vous faire cette promesse rémunérée, c'est pertinemment lui que c'est faux, qu'il ne fera rien pour ça et qu'il ne peut rien se passer. Là, c'est de l'escroquerie. Mais il faut le démontrer. Alors, pour le démontrer, la plupart du temps, avec les marabouts et autres magiciens de vin, etc., la plupart du temps, on arrive à démontrer l'escroquerie lorsqu'il y a une répétition, une systématisation, une quasi-industrie de cette activité-là, avec des résultats non seulement qui sont nuls, mais qui sont franchement déraisonnables. Et quand on cible en plus une population, comme vous disiez tout à l'heure, un peu crédule, un peu plus faible ou un peu plus suggestible, je dirais, qu'une autre, on peut se retrouver dans une circonstance qui va aggraver la sanction. D'accord. Alors vous avez employé le mot répétition. Est-ce que face à certaines catégories de marabouts, il faudrait qu'il y ait plusieurs victimes qui finissent par se plaindre de la même chose? Ou est-ce que ça veut dire si lui-même face à une promesse qui vous est faite, vous dit ah oui mais ça suffit pas, il faut redéposer 1 000 € pour des senteurs, après une semaine après 1 000 € pour des fleurs à mettre à la maison, des choses comme ça, des miroirs spéciaux. Est-ce que ça c'est dans cette notion de répétition que vous dites? Oui, et quand vous voyez toujours pas de résultat. Ça peut l'être, mais peut-être là, quand il y a cette répétition dans ce sens-là, par rapport à la même personne, à la même victime, si je puis dire, on est dans une des circonstances de l'escroquerie qui s'appelle l'abus de la qualité. Je prétends régler vos problèmes, et en fait, ça dure très longtemps, ils ne sont jamais réglés, et il faut toujours payer plus. Voilà. Et jamais de résultat. Eh bien, il y a un moment donné, donc c'est ça l'effet de répétition que vous disiez, où on est vraiment en mesure d'établir que celui qui prétend pouvoir faire quelque chose, qui prétend avoir la qualité, parce qu'on va voir le texte, en fait ne l'a pas, et qu'il est allé au-delà, ou qui prétend pouvoir faire au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement à sa disposition. D'accord. Alors, mais en même temps, c'est où il y a la subtilité, parce qu'en même temps, on pourrait dire que cette personne est encore complice et trop crédule, qui vous redemande. Ces personnes qui vont acheter des billets noircis, qu'on leur dit qu'il faut donner 100 € alors qu'il y a 1 000 € de billets noircis dans leurs mains, et à chaque fois on leur dit qu'il faut redonner 100 €. Il y a eu des histoires nationales à ce niveau. C'est de l'escroquerie ou vous êtes trop naïf pour ça? Et oui, la loi ne protège pas les gogos. Elle ne protège pas les imbéciles. Voilà. Donc il faut effectivement quand même que cette escroquerie, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, ait une mise en scène, une ingénierie, je dirais presque, suffisante
pour être de nature à tromper quelqu'un de normal. Quelqu'un qui est un citoyen lambda, le bon père de famille que j'évoquais tout à l'heure, quelqu'un qui est raisonnablement intelligent, qui est raisonnablement prudent, qui est raisonnablement averti des choses de la vie. Voilà. D'accord. Alors revenons aux mots mineurs. Des mineurs qui eux-mêmes seraient des escrocs face à d'autres mineurs. Parce que vous avez parmi des mineurs qui ont le verbe très jeune et qui utilisent cette facilité à dire les choses face à d'autres qui ne restent que des gamins. Oui. Bah oui, bien sûr qu'on est dans l'escroquerie entre mineurs, ça, il n'y a aucun problème. Alors, vous parlez de 5 ans de prison. Qu'est-ce que ça veut dire pour des gamins? Pour les mineurs, vous savez qu'il y a un texte de la loi qui prévoit que les mineurs peuvent être poursuivis, bien sûr, pour les infractions pénales, mais qu'ils encourent une peine moitié inférieure à celle qui serait encourue par un adulte. Donc, pour l'escroquerie, j'évoquais tout à l'heure la peine minimale pour une escroquerie, enfin le maximum encouru pour une escroquerie simple, c'est 5 ans d'emprisonnement pour un adulte. Eh bien, un mineur, vous l'avez compris, en faisant le calcul, en divisant par la moitié, encourt 2 ans et demi au maximum de prison pour une escroquerie. Donc même si les mineurs, mais qu'il est révélé escroc, il n'échappera pas à la prison s'il l'a fait délibérément et qui plus est pendant des années à plusieurs personnes. Voilà, tout à fait, absolument. D'accord. Quel recours, notamment que ce soit un mineur, des personnes qui se sentent fragiles, handicapées, âgées et qui ont ce sentiment de s'être fait escroquer, mais qui ne comprenaient pas comment se faire entendre, quel est le premier recours pour dire voilà, j'ai été escroqué de ceci sans être jugé ou être moqué? C'est là au commissariat, la gendarmerie? Bon, je sais bien que on trouvera toujours des exemples qui vont contredire ce que je vais dire. Bon, parce que rien n'est jamais parfait. Mais quand même, dans les brigades de gendarmerie et dans les commissariats de police, il y a des professionnels. Et ils sont là pour se rendre compte de ce qui se passe quand quelqu'un vient leur expliquer quelque chose qui est de l'ordre de l'escroquerie. Quelqu'un qui dit « je me suis fait escroquer, je me suis fait avoir ». Ils vont l'écouter. Alors ensuite, on appréciera bien sûr si cette escroquerie est constituée suffisamment dans la ligne de ce que nous avons échangé là tout de suite. Mais le devoir, et je le dis, la plupart du temps, il y a un accueil qui est fait des personnes dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie, suffisamment professionnel et suffisamment digne pour respecter quand même le dire douloureux de quelqu'un qui vient se plaindre. Alors, quel conseil que vous donneriez à ces personnes pour se préparer à cet événement? Parce que ce n'est pas toujours évident. Les personnes elles-mêmes émues peuvent dire des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. Je ne dirais pas qu'ils pourraient lasser un gendarme ou un policier, parce que pour parler d'escroquerie, il faut prendre un peu plus de temps. Tandis que le viol, on peut dire « je me suis fait violer » en une phrase. On a résumé un peu la situation et on peut déjà prendre des dispositions. Tandis que l'escroquerie, peut-être que ça nécessite... Oui, c'est plus compliqué. Peut-être qu'une bonne manière, ce serait de réfléchir soi-même, peut-être avec l'aide de quelqu'un, et de mettre ça sur le papier, hein, d'écrire ce qui s'est passé. Ça peut être sous forme d'une lettre ou simplement d'une note, manuscrite, dans lequel, voilà, tel jour, j'ai reçu telle ou telle personne qui m'a laissé croire que, et j'ai donc été conduit à lui donner ou à accepter telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose pour lui, et en réalité, tout ça n'était que du vent et je n'ai pas obtenu de sa part ce qu'il m'avait promis. Je me suis fait escroquer, je souhaite déposer plainte. Donc ça peut être une lettre toute simple comme ça qui permet, si vous voulez, je pense, à la personne qui viendra déposer plainte de pouvoir structurer la manière dont elle va présenter les choses à l'enquêteur qui va la recevoir. Parce que c'est vrai, c'est très difficile parfois d'expliquer soi-même quelque chose qui vient de vous arriver. On se défend assez mal soi-même, bien souvent. Voilà. Donc le fait de pouvoir préparer un petit peu la chose en mettant, pourquoi pas par écrit, tel ou tel point, c'est certainement une bonne méthode, un bon moyen. Quelqu'un qui aurait obtenu des preuves, mais en volant celles-ci sur un ordinateur et tout, est-ce qu'au niveau de la loi, si ce sont des preuves, il reste des preuves, quel que soit le moyen de les avoir obtenues? Oui, ça reste des preuves, effectivement. En tout cas, la France n'a pas une législation qui dit qu'il y a des preuves valables et des preuves non valables. C'est à chaque juridiction qui a apprécié la preuve de voir si elle est recevable ou pas recevable, si elle était obtenue loyalement ou pas loyalement. Mais je dis quand même que quelqu'un qui irait voler des preuves, puisque c'est de ça dont il s'agit, il est coupable de vol,
et qui sera poursuivi pour ce vol. D'accord. Maintenant, lors de confrontation, parce que tout à l'heure nous disions effectivement, il faut que cette personne n'ait pas eu conscience ou n'était pas complice de l'autre, vous voyez, dans cette notion de pyramide, etc. Donc, quand on arrive à déterminer qui est coupable, qui est victime et qui a confrontation, une personne qui serait vraiment victime et qui avait vraiment été endormie, est-ce qu'il y aurait un mot à lui dire, ne pas avoir peur de l'organisation de la justice? Il faut accepter de se défendre et de prendre le risque d'apporter devant la justice sa plainte. Bien. Évidemment, c'est possible qu'à un moment donné, on va essayer de laisser croire, parce que celui qui est attaqué par cette plainte va se défendre. Et il est fort possible, même souvent probable dans ce type d'affaires, qu'il va laisser croire que la victime n'est peut-être pas aussi victime qu'elle veut bien le dire, que peut-être qu'elle a parfaitement compris ce dont il s'agissait et que c'est quand même un petit peu à mauvais escient qu'elle viendrait aujourd'hui se plaindre de ce qu'elle avait cru pouvoir profiter autrefois. Voilà. Donc il faut qu'elle se prépare. Bien sûr qu'il y aura forcément ce type de confrontation-là, ce type d'affrontement-là. D'accord. Alors nous essaierons de faire très vite, si on peut faire ça en 2 minutes. Je m'excuse, j'ai encore quelques questions. Si quelqu'un vous dit avoir la preuve que quelqu'un préméditait une escroquerie et n'a pas encore eu le temps d'escroquer de personnes, mais tout était planifié pour escroquer du monde, elle encourt quand même la peine? Qu'est-ce qui se passe? La personne qui sait et qui ne fait rien. Elle a préparé, elle a mis en place une organisation pour escroquer du monde. Ah oui. Mais quelqu'un proche de cette personne, ayant accès à tout cela, veut la dénoncer avant qu'elle en fasse souffrir d'autres personnes. Oui, alors c'est la question, si je la traduis dans le code pénal, si vous voulez, de la tentative. C'est ça. Voilà. Donc la tentative, c'est avoir engagé suffisamment des actes préparatoires pour commettre les choses et de n'être pas parvenu à la commettre, cette chose-là, pour une raison qui est indépendante de la volonté de celui qui l'a fait. Et effectivement, par exemple, une des raisons, c'est les faits ont été révélés avant qu'ils aient pu être réalisés. Voilà. Ou alors il a tenté de vous escroquer, mais vous étiez plus malin que ça. Oui, alors, tout à fait. Il sera sanctionné sur la même base. Mais pareil, c'est-à-dire par exemple aussi celui qui se retrouve à rencontrer quelqu'un dans sa maison pendant la nuit en train de lui voler quelque chose et qui le met en fuite, ce voleur. Eh bien, le temps de voler, ouais. Le voleur n'a rien eu le temps de voler. Pour autant, il sera poursuivi et il sera condamné pour tentative de vol, un vol qui a échoué du fait de l'intervention précisément de la victime. Donc quelqu'un qu'on a tenté d'escroquer, qui s'aperçoit au dernier moment quasiment qu'il allait faire l'objet d'une escroquerie et qui la dénonce et qui l'empêche, peut dénoncer ces faits, et la personne qui est à l'origine de cette tentative d'escroquerie pourra être condamnée comme s'il était vraiment escroc. Alors, qu'est-ce qu'un procureur serait amené à dire à quelqu'un qui, parce qu'on l'a attrapé maintenant, et vous dit « Ah oui, mais j'ai pas conscience d'escroquer ces personnes. Pour moi, c'est que ces personnes étaient emballées par mon projet, même si c'était un projet bidon. » Oui, mais bien sûr, mais si vous voulez, c'est des modalités de défense classiques dans l'escroquerie. On est toujours en train de rechercher l'intention, de rechercher si celui qui a commis l'escroquerie avait bien conscience que tout ça n'était que du vent, n'était que du flanc. Et c'est bien classique comme manière de se défendre de la part de quelqu'un qu'on accuse d'escroquerie que de dire qu'en réalité, lui-même, il y croyait à son escroquerie. Alors, j'essaie d'aller très rapide. Si vous êtes fait escroquer à l'étranger ou un étranger en France se fait escroquer, que lui dit un procureur? Déjà, pour celui un étranger qui se fait escroquer en France, il repart à la tête basse? Non, un étranger, comme n'importe quelle personne qui se trouve sur le territoire français, qui est en train de se faire escroquer, en train de se faire violer, en train de se faire frapper, a les mêmes droits que tous les hommes, puisque je vous rappelle, la loi, elle est valable pour tous les hommes, pas que pour les Français en France, de déposer plainte, d'obtenir la justice de la part des autorités judiciaires françaises, exactement comme n'importe quel citoyen français. D'accord. Que dirait un procureur de la République à une personne éprise de honte, justement, face à une escroquerie qui pourrait la laisser passer pour une bébête, enfin quelqu'un de stupide? Que lui dirait le procureur si cette personne, ça fait un moment qu'elle supporte ça et la honte l'empêche d'aller porter plainte? C'est vraiment un choix personnel. Et un choix qui n'est pas facile. C'est jamais agréable
de venir dénoncer quelque chose qui en effet veut dire d'une certaine manière qu'on s'est fait avoir et que peut-être on n'est quand même pas bien malin. Bon, voilà, c'est vraiment un choix personnel. Mais de l'autre côté, moi, ce que je me dis, c'est qu'on ne peut pas non plus plus longtemps continuer à se faire escroquer par quelqu'un, et on ne peut pas non plus plus longtemps continuer à accepter que votre propre escroqueur puisse faire ici et là, ailleurs, d'autres victimes tout aussi malheureuses que vous. Donc, prenez sur vous le fait que quand vous allez, enfin, pour vous donner du courage, quand dénonçant cette personne, même si vous avez l'impression d'avoir honte, mais que vous sauverez d'autres personnes. Moi, je pense que cette honte que vous évoquez, elle ne peut exister que dans les escroqueries qui sont assez grossières, si vous voulez, où on a l'impression quand même d'avoir été un peu trop naïf, comme vous disiez tout à l'heure. Mais pour les escroqueries très élaborées, on en a quand même quelques exemples frappants, ici en Guadeloupe ou en Martinique, en Guyane aussi, des exemples récents. Je ne vais pas faire allusion à l'actualité, c'est pas le sujet de notre émission, mais où franchement il n'y a absolument rien de déshonorant à déposer plainte pour un système particulièrement élaboré, particulièrement fin, qu'il va falloir sans doute pour être démonté, mettre en œuvre des investigations policières excessivement élaborées, si vous voulez. Où est la honte de s'être fait avoir par des gens qui sont des professionnels de l'escroquerie? Il n'y en a pas. D'accord. Un multirécidiviste, qu'est-ce qu'il encourt et qu'appelle-t-on prescription? Après combien de temps si on s'est fait escroquer? On a perdu peut-être 5 ans, 6 ans à porter plainte et que peut-être en fin de compte ça ne servira à rien. Le récidiviste encourt 2 fois la peine qui est normalement encourue. Donc vous voyez, pour l'escroquerie à 5 ans, c'est 10 ans qui est encouru, ou à 7 ans, c'est 14 ans qui sont encourus. Et par ailleurs, pour certains types d'infractions, depuis l'année dernière, il y a un minimum même qui est prévu par la loi, en dessous duquel le tribunal ne peut aller que dans certaines circonstances très particulières, qui va de 3 à 5 ans de plancher, de peine plancher, pour les personnes qui sont en situation de récidive. Et nous rappelons que les procureurs, qu'ils soient français et étrangers, ont un lien. Donc quelqu'un qui est un escroc aux États-Unis, qui voudrait appliquer ça en France, il est considéré comme multirécidiviste ou que premier coupable. Ça dépend avec quel pays on travaille, puisque ça nécessite qu'il y ait une convention avec ce pays-là. Alors évidemment, pour les pays européens, la question ne se pose plus aujourd'hui, les choses sont assez bien intégrées, mais pour les autres pays, ce sont des accords bilatéraux qui font que l'on est en mesure ou pas de reconnaître une décision de justice étrangère comme étant constitutive d'un premier terme de récidive, pardonnez-moi les termes un peu techniques, enfin comme constitutive de quelque chose qui ferait qu'on considérait à la personne que c'est pas la première fois qu'elle a fait et que donc elle encourt 2 fois et non pas simplement la peine simple. Dans ce type de cas, y a-t-il prescription en France ou pas? Alors pour la prescription, puisque vous posiez la question tout à l'heure, l'escroquerie c'est un délit un petit peu particulier par rapport à la prescription. C'est un délit, donc 3 ans après qu'il ne se soit rien passé, la prescription est acquise. C'est-à-dire aucune plainte. Pendant 3 ans, s'il n'y a aucune plainte. Pas de plainte ou pas d'investigation après la plainte, enfin 3 ans sans qu'il y ait d'acte vraiment de poursuite de la part de l'autorité publique, de la part du procureur en réalité. Voilà. Mais pour l'escroquerie, et puis il y a aussi d'autres infractions qui sont un petit peu de cette manière-là, la discussion se fait pour savoir à partir de quand est-ce que ces 3 ans vont commencer à courir. Et des très grandes escroqueries, des très belles escroqueries, c'est les escroqueries qu'on ne voit pas tout de suite. On s'en rend compte longtemps après, parfois même très longtemps après. Eh bien, il y a des dispositions de la loi qui prévoient que les fameuses 3 années commencent non pas au moment du fait de l'escroquerie, au moment du fait de l'abus, au moment du fait de l'abus de confiance ou de l'abus de biens, puisqu'il y a des infractions qui ressemblent, si vous voulez, à l'escroquerie. Je parle de manière un peu générale, je ne veux pas être trop technique, mais au moment où la victime s'en est aperçue. D'accord. Où la victime ne pouvait plus, pour être très précis, ne pas s'en être aperçue. Merci. Dernier mot. Pour toutes ces personnes qui vous disent que, selon leur situation, c'était le seul moyen de survivre en escroquant les autres. Je m'excuse de la bassesse de la phrase. Oui, je comprends bien. Il y a des gens qui disent qu'ils sont forcés de voler, d'autres qui disent qu'ils sont forcés d'exercer des violences, d'autres qui disent qu'ils sont forcés d'escroquer. Eh bien, la loi se fiche, permettez-moi l'expression, royalement du mobile, c'est-à-dire de la raison pour laquelle le délit ou le crime est commis. Ce qui compte, c'est le délit et le crime. Par contre, il peut y avoir des circonstances, il peut y avoir dans l'histoire personnelle de celui qui a commis des éléments qui vont permettre à la juridiction d'apprécier
non pas la culpabilité, mais la hauteur de la peine qui va être prononcée, parce que la loi prévoit que la peine doit être proportionnée non seulement à la gravité des faits par eux-mêmes, mais aussi par rapport à la personnalité de leur auteur, c'est-à-dire finalement à l'histoire personnelle de celui qui a commis tout ça. Monsieur le procureur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Qui est différent, qui est d'une autre nature, qui peut être d'ailleurs plus noble. Je ne pense pas qu'on puisse vendre correctement, même dans le commerce habituel, le commerce normal, sans présenter bien les choses, sans les mettre en valeur, sans les mettre d'une certaine manière en scène, elles aussi, de manière à les valoriser, de manière à ce qu'elles puissent faire envie. Eh bien, faire envie à un consommateur d'acheter quelque chose, pour parler court, c'est pas être un escroc, c'est simplement être un bon commerçant. Donc vous voyez bien qu'il y a une très grande différence entre un escroc et quelqu'un qui essaye de faire valoir une cause ou de faire valoir quelque chose qu'il veut offrir ou qu'il veut vendre à quelqu'un. D'accord. Alors, vous avez aussi employé le mot de faux. Quand vous dites sous un faux nom, sous une fausse qualité ou éventuellement une qualité mais de manière abusive et de jouer dans la séduction, il y a presque un jeu de rôle et de déborder au niveau de la limite. Alors qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui vous séduit outre mesure et celui qui est un escroc? Oui, un escroc, c'est pas simplement un menteur. Mentir, j'allais dire, c'est pas interdit par la loi. Pas tout à fait vrai quand même, mais c'est vrai que ce n'est pas un délit pénal, ce n'est pas sanctionné par la loi pénale, ce n'est pas une infraction qui peut vous emmener jusque devant le tribunal correctionnel. Voilà. Par contre, quand ce mensonge est organisé, qu'il crée vraiment des conditions qui sont de nature à profondément tromper la pensée et le consentement éclairé d'une personne, à ce moment-là, ça peut devenir une escroquerie quand il s'agit d'aller rechercher à capter ses biens ou obtenir de lui un service qu'il n'aurait jamais rendu sans cette mise en scène. D'accord. Régulièrement, vous nous dites effectivement que ceux qui condamnent sont des gens qui souvent présentent très bien, qui souvent ont une certaine facilité pour exposer leur situation, peut-être même leur propre malheur parfois, pour faire pleurer les chaumières ou pour séduire les personnes. Effectivement, il y a plusieurs manières d'escroquer les gens, il y a plusieurs manières de les tromper pour obtenir d'eux ce qu'on ne pouvait pas obtenir. Encore une fois, quelle différence entre un séducteur qui fait appel aux dons et qui les obtient et celui qui est un escroc, reconnu par la loi comme un escroc? Mais la différence, elle est finalement très simple. C'est d'une part quelqu'un qui veut voler, parce qu'en fait c'est un vol, par la ruse, quelque chose à quelqu'un d'autre, alors que celui qui séduit pour obtenir quelque chose, il ne le veut pas dans l'intention de nuire, dans l'intention forcément de capter quelque chose à des fins crapuleuses. Ça peut être aussi dans un objectif. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui avec vous, nous verrons le thème de l'escroquerie. Mais tout de suite, monsieur le procureur, que doit-on comprendre par ce terme de l'escroquerie? L'escroquerie, c'est le fait pour l'escroc d'obtenir de quelqu'un un bien, des valeurs, des fonds, des engagements, des documents, en lui jouant la comédie, en le trompant par une comédie, par une mise en scène, par ce qu'on appelle des manœuvres frauduleuses. Mais ça peut être aussi en utilisant un faux nom, ou en utilisant une fausse qualité, ou voire en abusant de la qualité vraie que l'on a déjà. Alors, nous allons essayer avec vous, surtout en termes de définition, je pense aujourd'hui, essayer d'asseoir la compréhension de ce mot. Parce que si je n'avais entendu les deux dernières fois ce que vous avez dit, j'aurais pu dire, oui, mais le rôle de bon commercial, et justement, ce n'est pas simplement l'individu, l'acte, mais aussi le contexte dans lequel l'acte a été fait. Est-ce que dans cette notion de escroquerie, on doit prendre la pleine mesure de cette intention de tromper? Oui, c'est vraiment tout à fait ça, mais l'intention de tromper, c'est presque le moyen pour obtenir la richesse de quelqu'un de manière indue. C'est pas simplement le plaisir de tromper pour tromper, le plaisir de mentir pour mentir, le plaisir d'essayer de fourvoyer quelqu'un dans l'erreur, c'est
pour capter ses biens, pour capter sa richesse, pour capter un engagement de sa part ou un service. Alors, encore, j'avais essayé de jouer sur les mots et me faire le mauvais défenseur, mais à ce niveau, capter des biens, capter des services, capter des faveurs, on peut aussi dire une séduction associée à un don. Oui, bien sûr, un très grand escroc, on a des exemples historiques qui sont fameux.